Et non, ça n'a pas pu s'entendre puisque ça démarre maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans Legistream, sur la chaîne Twitch de la chaîne parlementaire. Donc c'est un rendez-vous tous les mercredis, 16h30, avec mes amis et collègue Sacha. Bonjour Sacha. Salut Valérie. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Je tiens juste à rétablir un truc. Il y a des gens dans le chat qui sont en train de se battre sur le club de foot, le meilleur club de foot de France. C'est l'OM, évidemment. Alors, l'Olympique de Merveille, bien sûr. Bon, très bien. Alors, donc, voilà. sur donc, il n'y a plus de débat possible. Sur les recommandations, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a eu sa carte du PSG pendant un petit moment, mais c'est pas grave, on en parle. Si, bien sûr. T'as pas fait ça. Si. Mais on en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois. On embrasse Sacha Houlier, bien sûr. Avec Hugo Couturier à mes côtés, voilà. Et nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Latombe. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous présente rapidement, député MoDem de la première circonscription de Vendée depuis 2017, là où se trouve La Roche-sur-Yon. Ouais, en partie. Bah, c'est vachement bien, La Roche-sur-Yon. J'y allais en vacances, moi, l'été. J'avais beaucoup de chance. Ouais, c'est super. J'ai noté. On est sur aujourd'hui. Non, mais La Roche-sur-Yon, je l'ai noté en gros. C'est super. Pas très longtemps, vous allez parler de Mogette, de Trouspinette, de tout ce qui va avec. On pourrait aussi. Non, je voulais surtout vous remercier déjà d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je ne vous refais pas tout le laïus sur Twitch, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un peu votre domaine. Tout ça, vous connaissez très, très bien. Et votre truc à vous, c'est la souveraineté numérique de l'Europe. Je voulais vous poser une première question. Est-ce que vous avez quitté X? Non. Pourquoi? Je considère aujourd'hui que le quitter serait s'abstenir de débattre. Et je pense qu'il faut absolument qu'on continue à mettre... On peut continuer à débattre sur le réseau social d'Elon Musk? Si on les laisse faire, ils vont se mettre dans une chambre d'écho telle qu'on ne pourra plus jamais rétablir de temps en temps des vérités. Donc j'essaie, à ma mesure, de pouvoir y mettre des informations. Est-ce que vous regrettez que plusieurs grands quotidiens, des journaux, Le Monde, Ouest France et d'autres aient décidé, eux, de partir? Ouais, je pense qu'il faudrait rester. Je pense qu'il faut que le plus de monde reste pour justement essayer de rétablir les choses. Si on ne le fait pas, on va les laisser s'enfermer, on va leur dire que le modèle qu'ils ont adopté est le bon, et on voit bien ce qui s'est passé. Dès que Musk l'a fait, Meta a suivi quasiment dans la foulée. Donc ça veut dire que si on les laisse faire et que ça devient le modèle dominant, tout va fonctionner. Et en plus, on risque d'avoir TikTok mangé par X. 2 secondes, juste pour terminer sur ce dossier-là, est-ce que faire ce qu'a fait le Brésil et couper complètement X, ce qui a fait plier Elon Musk, est-ce que ce ne serait pas une chose à faire? Pourquoi nous, en France, j'imagine qu'on n'a pas une force de frappe suffisante, mais avec l'Europe, pourquoi on n'est pas capable de frapper, de taper du poing sur la table comme l'a fait le Brésil? Je vais vous lire ce que le juge avait affirmé, c'était que l'État ne devait pas se laisser intimider par des individus, des entreprises ou des plateformes numériques qui se croient au-dessus des lois. Ils ont réussi à les faire plier. On n'est pas capable de le faire, nous, en Europe? Techniquement, juridiquement, on est capable de le faire. Le DSA permet de le faire. Exactement. Donc ça, on pourrait le faire. Maintenant, est-ce qu'on a le courage, à l'Union et à la Commission en particulier, de le faire? Je ne suis pas convaincu, ça c'est un autre problème. Mais le vrai problème est un problème aussi technologique. C'est qu'avec un VPN, on peut faire pas mal de choses. Et donc, moi, je veux bien qu'on dise c'est plus possible d'aller sur les stores d'Android ou d'Apple pour télécharger X. Il suffira de passer par un VPN pour avoir accès à un autre store et de pouvoir le mettre. Donc, ceux qui voudront absolument rester sur X le feront. Ils seront dans une chambre d'écho telle qu'on ne pourra même plus aller leur apporter des informations. Donc, ce n'est pas la bonne technique. Ça fait de la radicalisation. On l'a expérimenté. Désolé de le dire comme ça. C'est un peu comme on a eu des gens qui se sont radicalisés sur les réseaux sociaux au nom d'une religion, parce qu'ils étaient dans une chambre d'écho, ils n'écoutaient plus rien d'autre, et même leur famille n'arrivait pas à leur faire entendre raison. Okay. Et justement, comment sortir de ces... Parce que vous parlez de ça, mais c'est aussi ce qu'on appelle les silos d'information, ou les bulles de filtre. Comment on peut essayer de sortir de ces bulles de filtre? C'est là où plusieurs solutions. La première, c'est de continuer à mettre des informations qui sont des informations sourcées, vraies, et qu'on utilise les mêmes outils qu'eux, c'est-à-dire qu'on utilise des fermes de bots pour pousser l'information. Pourquoi pas? On est dans une asymétrie totale. Il faut qu'on rétablisse le rapport de force. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité à pousser du contenu avec des fermes de bots? Et ce sera celui qui a la ferme la plus conséquente et qui pourra pousser le plus. Oui, donc c'est toujours une question de moyens, c'est pas vraiment... On est d'accord, mais à un moment ou à un autre, il va quand même falloir qu'on arrive à ne pas faire en sorte que ce modèle devienne le modèle dominant. Si X, Meta commence à basculer, ce qui est le cas,
et que en plus TikTok est racheté pour partie par X, enfin par Musk, voilà. En tout cas, c'est bien parti. Quoi. En tout cas, l'idée est là. Donc, on peut quand même considérer que Trump est pas si idiot que ça quand il a dit il y a quelques semaines, ça serait bien que vous interdisiez pas TikTok tout de suite. J'ai peut-être une solution. Oui, bien sûr, Il a donné 75 jours à TikTok pour trouver une solution. Oui, et en fait, l'idée derrière, c'est quand même qu'on ait un Elon Musk ou quelqu'un de ce style-là qui le rachète et que les algorithmes puissent fusionner en partie avec toute la partie addictive de TikTok rattachée à l'idéologie d'X. Il y a autre chose aussi, il y a un discours ambiant qui revient très régulièrement et qu'on trouve beaucoup chez les libertariens, je trouve. C'est dès qu'on parle de régulation de réseaux sociaux, on nous dit la liberté d'expression, on ne va pas respecter la liberté d'expression. Quand on a Louis Sarkozy qui nous dit sur Twitter que propager des fake news, c'est tout simplement la liberté d'expression. Comment on contre ces discours-là aussi? C'est une vraie difficulté parce que à la fois, ils nous disent qu'il faut absolument respecter le premier amendement, c'est-à-dire dire tout et n'importe quoi comme on veut. En contrepartie, dans les CGU, ils éliminent un certain nombre de contenus qui les gênent, notamment tout ce qui est pornographique, tout ce qui est... Il y a quand même un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas remettre... C'est l'histoire du tableau Les Origines du Monde. Enfin, l'origine du monde. L'origine du monde. Le fait que ça passe sous le coup des CGU et que ça soit interdit posait un problème. Donc, il faut absolument qu'on arrive à avoir une vision de la liberté d'expression qui soit différente de celle du premier amendement. Ce n'est pas notre façon de voir en Europe. Et ça commence à poser des problèmes parce qu'on passe de la liberté d'expression à l'ingérence. Oui. Et la frontière est assez ténue. Et on a un vrai problème démocratique sur les ingérences. On l'a vu avec la Moldavie, on l'a vu avec un certain nombre d'élections en cours, et je pense notamment à nos voisins allemands, qui étaient plutôt en train de se dire, effectivement, la liberté d'expression, ça serait bien qu'on l'ouvre un petit peu, sauf qu'ils se rendent compte maintenant que la liberté d'expression, ça devient de l'ingérence, et que ça pousse des contenus qui ne sont absolument pas dans le corpus social allemand. Sur la présidentielle en Roumanie. Exactement. Oui, en Moldavie, en Roumanie, et maintenant en Allemagne. On l'a vu avec les Anglais, qui pourtant ont une conception de la liberté d'expression assez proche des Américains. Donc on voit bien que la vision européenne de la liberté d'expression, elle s'arrête à un certain nombre de barrières. Ça, on peut, nous, le proposer, enfin, imposer d'avoir de la modération sur ces choses-là. Mais c'est vrai que... Il y en avait beaucoup de la modération avant, sur tout ce qui était... Twitter, beaucoup moins, mais sur ce qui était Facebook, c'est vrai. Tout ça, il y avait beaucoup de modération avant. Est-ce qu'on ne peut pas imposer plus de modérateurs, enfin, ou est-ce qu'il faut créer un réseau social européen? Je ne sais pas, mais à un moment... Ça pourrait être une des solutions, très clairement. Pourquoi, si TikTok est interdit aux États-Unis et racheté par Musk, on ne pourrait pas faire la même chose en Europe? Bon, ça coûterait suffisamment cher, il faut qu'on trouve les moyens. Mais on pourrait l'imaginer. En tout cas, ça peut s'imaginer. Je remarque simplement que Zuckerberg est quand même passé de « je suis pro-modération » à l'inverse. Je ne suis plus du tout pro-modération. On enlève les fact-checkers. Et j'enlève même les fact-checkers. Donc ça pose une véritable difficulté. C'est que, en fait, c'est la galaxie Trump qui a fait basculer. C'est vous aurez du business que si vous êtes aligné avec ce que je pense. Vous avez plein d'idées, Philippe Laton, on l'entend bien, plein de solutions même. Et dans l'une de vos récentes questions au gouvernement, c'était pas plus tard que la semaine dernière, vous disiez... qu'en fait, vous aviez l'impression de prêcher dans le désert, en fait. C'était hier, oui. C'était hier, pardon, c'était pas la semaine dernière, c'est hier. Je prêche dans le désert, j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Et donc, ça fait... Enfin, voilà, vous dites, moi, ça fait 5 ans que je parle de ces sujets, j'ai l'impression que personne ne m'écoute. Je l'ai écrit il y a 5 ans, c'est ça le pire, c'est que je l'ai écrit, et avec un certain nombre de constats partagés par des personnes qui avaient témoigné dans la commission sur la souveraineté numérique que j'avais en charge à l'époque. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le mur parce qu'on n'a pas réussi à anticiper. Alors, il y a eu, et c'est là où je suis désolé, même si je fais partie, soi-disant, de la majorité présidentielle, je ne sais plus ce qu'elle représente maintenant. Le soi-disant, la majorité. Alors, parce que je ne sais plus ce que c'est que la majorité présidentielle en tant que telle. Il y a quand même eu des évolutions. Vous nous l'expliquerez. Oui, on y reviendra, mais il n'y a pas de souci. Je vous disais que je parlerai sans langue de bois, donc il n'y a pas de problème. Je suis totalement... je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui s'est passé sur la nomination de Stéphane Séjourné à la Commission européenne. C'est pas, j'ai rien contre Stéphane Séjourné, mais on avait un commissaire européen, Thierry Breton, qui avait ses qualités, ses défauts, qui n'a pas tout fait bien, mais c'était peut-être le seul qui était en capacité d'expliquer à Ursula von der Leyen un certain nombre de vérités et à s'imposer au sein de la Commission. Donc c'était le seul qui pouvait dire à un moment, il faut qu'on fasse des choses. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir le DSA et le DMA. Ce ne sont pas des textes parfaits, mais on a réussi à les avoir. C'est comme ça qu'on a eu l'IA Act. Ce n'est pas parfait, mais on l'a eu quand même. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des Américains qui nous écrasent, et la Commission qui fléchit complètement devant les États-Unis. Et fléchit tellement que je ne sais pas ce que va donner l'IA Act à la lumière de ce que Trump a annoncé hier soir, c'est-à-dire... 500 milliards, non? Alors, il a annoncé 2 choses. La première, c'est qu'il a annoncé qu'il n'y avait plus d'IA Act américain, donc plus de régulation de l'IA aux États-Unis. Bizarrement, Musk avait investi beaucoup dans l'IA. Ça commence voilà. Bien sûr. Meta aussi, accessoirement, mais bon, voilà.
Et la deuxième, c'est qu'il a annoncé la création d'une société dotée de 500 milliards pour faire de l'IA de façon très importante. Donc en fait, il veut tuer le match de l'IA. Ouais. Voilà. Donc à un moment, il faut qu'on se prenne en main. Il faut qu'on arrive à avoir du courage politique. Comme la commission l'a Vous pas. avez un message là, si Stéphane Séjourné nous regarde là, en direct? On ne sait jamais. sûr qu'il nous regarde. Non, mais quel message vous aimeriez lui C'est ce que j'ai dit dans ma question hier. envoyer? Aujourd'hui, la position de Stéphane Séjourné de Van der Leyen, de dire on va aller dealer avec les États-Unis pour essayer d'éviter une guerre commerciale et pour pas trop se faire sanctionner, moi je suis plutôt aligné avec la position je suis même très aligné avec la position de Sébastien Lecornu quand il a dit on va pas aller dealer la défense européenne contre des hamburgers et des bagnoles. Bah, il a raison. Sur le fond, il a raison. Donc il faudrait à un moment qu'on puisse avoir ce courage politique-là et se dire que certes les Américains sont nos alliés, certes nous en avons besoin aujourd'hui pour pouvoir défendre l'Ukraine et pour pouvoir continuer à protéger l'Europe de la Russie militairement, parce qu'on n'a pas la capacité à produire suffisamment de matériel pour ça, mais qu'il faut qu'on se prenne en main et que ça ne passera pas par il faut qu'on augmente nos dépenses à 3,5% du PIB pour la défense, plus 1,5 d'achat de matériel américain style F-35, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que Clara, pardon, et je termine avec ça, est-ce que Clara Chapaz, vous avez pu vous entretenir? Est-ce que vous, comment vous, donc la nouvelle ministre en charge, entre autres, de l'intelligence artificielle et du numérique, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie en qui vous avez confiance, avec qui vous avez envie de discuter? Par principe, je travaille avec tous ceux qui veulent bien travailler et tous ceux qui veulent avancer sur ces sujets. Donc si Clara Chapaz aujourd'hui veut avancer sur la souveraineté, ça sera avec le plus grand des plaisirs que je l'accompagnerai. Je n'ai rien entendu depuis 15 jours sur le sujet, à part simplement de dire qu'il fallait quitter X parce que, ou qu'il fallait faire attention parce que X permettait de propager des fausses informations et que c'était bien de rétablir la fameuse polémique qu'elle a eue. On s'en est arrêté là, et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on s'en arrête là. Qu'on crie en disant que Musk n'est pas génial, très bien, qu'on essaie de trouver des solutions, c'est mieux. Voilà. Et le seul qui pouvait aujourd'hui, au sein de la Commission, à mon sens, en l'état actuel des choses, apporter une vision différente de celle d'Ursula von der Leyen, c'était très clairement breton. Je constate aujourd'hui que Stéphane Séjourné a encore une fois, mais la Commission, c'est Stéphane Séjourné qui sert de bouc émissaire, parce que c'est lui qui annonce la nouvelle, quand il annonce qu'on va arrêter la comptabilité extra-financière, qui était une demande de Scholz, parce que les boîtes allemandes commençaient à trouver ça pas drôle, parce que ça allait encore dégrader leur compétitivité, et ben la Commission plie. C'est peut-être bien ou c'est peut-être pas bien, mais il n'empêche que ça vient toujours systématiquement de l'Allemagne. Et quand je regarde aussi la composition des hauts fonctionnaires et des directeurs de cabinet des différents commissaires, sont tous des Allemands. Ça pose un problème, là aussi, d'asymétrie, il faut qu'on le rétablisse. On me demande de vous faire expliquer, parce que c'est votre sujet apparemment, le principe d'extraterritorialité du droit. C'est quand un droit qui n'est pas notre droit national français ou le droit européen, qui sont les deux droits qui normalement nous sont applicables, nous est applicable par la force ou par une contrainte juridique extérieure. C'est notamment le cas des États-Unis. Ils l'avaient fait avec la monnaie, avec le dollar. À une époque, les États-Unis avaient décidé qu'il ne fallait pas exporter vers l'Iran. Les Européens avaient accepté qu'on exporte vers l'Iran. Et des banques françaises avaient financé un certain nombre d'entreprises pour qu'elles exportent en Iran, sauf qu'elles avaient financé en dollars. Les Américains ont considéré que l'utilisation du dollar rendait les banques européennes assujetties à leur droit national. Et donc, il y a eu des sanctions des banques européennes au titre de l'utilisation du dollar. Et bien, ils font exactement la même chose avec aujourd'hui les données, avec ce qu'on appelle le FISA. Alors, le Cloud Act est un peu particulier, je pense qu'il va disparaître d'après les échos que j'en ai des États-Unis, mais le Cloud Act était lié à de la juridiction américaine, il y avait une décision de justice. Le FISA, c'est de la captation d'informations par les services de renseignement et par toutes les agences fédérales américaines sans autorisation. Oui, il y a Yael Braun-Pivet, il me semble, qui était invitée sur France 5 en début de semaine, qui avait parlé, si ma mémoire est bonne, d'une internationale d'extrême droite qui était en train de se mettre en place dans le monde, etc., avec le retour de Donald Trump et Elon Musk. On sait que notamment TikTok pousse des publications d'extrême droite, etc., etc. On a l'impression que l'algorithme pousse ces choses-là d'extrême droite. Est-ce que c'est un choix politique? Comment lutter contre ça aussi, contre ces algorithmes d'extrême droite qui poussent l'extrême droite, j'ai envie de dire. Je pense que Musk a réendossé en fait le combat de Steve Bannon. Je pense qu'en fait, il a pris le costume de Steve Bannon, sauf que c'est pas Steve Bannon. Qui était un proche conseiller de Trump, qui est toujours un peu, même si de temps en temps, ils ont des désaccords. Mais le gros avantage de Musk, ce que n'avait pas Bannon, c'est qu'un, il a la puissance financière et la puissance technologique, avec notamment Starlink, c'est quand même un vrai sujet. Et deux, il possède X, et donc il a une puissance de communication très forte. Et on voit une caisse de résonance, une caisse de résonance importante. Et donc, on a un vrai sujet là-dessus. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut auditer les algorithmes? Est-ce qu'on aura une transparence des algorithmes? Ce qui avait
poussé X au départ en disant « moi, je vais vous donner la transparence de l'algorithme, vous ne pourrez pas dire que j'ai poussé ». En fait, on se rend compte que ça ne marche pas comme ça, que c'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc il faut qu'on ait la capacité à aller voir ces algorithmes pour justement les rendre, j'allais pas dire, on ne pourra jamais rendre un réseau social totalement neutre, mais le neutraliser le plus possible, c'est-à-dire le rendre le plus neutre possible. On n'y arrivera pas, mais il faudra quand même qu'on arrive à le faire, c'est-à-dire qu'on évite de pousser systématiquement et qu'on puisse imposer de temps en temps, juste pour l'esprit humain, qu'on ait de temps en temps des informations différentes de celles qu'on a envie de regarder, juste pour se confronter à ces idées. Alors, c'est un autre problème, c'est que si on fait ça, on risque aussi d'exacerber la question du harcèlement, ce genre de choses, parce que comme on est tellement contre ces idées, on va essayer de pousser des... Sauf que ça génère du débat. Pour autant, je ne suis pas d'accord sur la fameuse idée de Paul Midi d'interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de cet anonymat. Il y a des règles aujourd'hui, il y a des solutions technologiques aujourd'hui qui permettent d'aller retrouver quand même ceux qui font des énormes bêtises sur les réseaux. Ouais, et ça vous donne pas envie de devenir un peu anticapitaliste, Musk et compagnie, non? Mais je ne suis pas anticapitaliste, mais je ne suis pas non plus totalement pour le capitalisme débridé tel qu'il est fait aux États-Unis. La financiarisation totale. Que des capitalistes, en vrai. Oui, mais il y a une volonté de financiarisation totale parce qu'ils se rendent bien compte que la financiarisation permet d'assurer leur survie et deux, la promotion de leurs idées. Oui. Musk est quand même dans l'idée quand même assez forte que l'être humain peut être augmenté et que seuls les plus forts et les plus virils, Zuckerberg est à peu près sur cette idée-là aussi, vont survivre. Et plus on est blanc, mâle et américain, et mieux ça sera. Et blond aux yeux bleus? Oui, un petit peu. Je ne suis pas américain. Je ne suis pas blond, je suis roux, d'abord. Ou blond vénitien. Non, mais oui, on est bien d'accord. Ce sont des mâles blancs américains. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pose problème avec l'IA. C'est qu'aujourd'hui, si dans les modèles d'IA, on n'a pas des ingénieurs d'autres nationalités que les Américains qui entraînent les modèles, on va avoir des biais très forts et on aura quelque chose qui va être totalement... non représentatif de la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est pas acceptable. Allez, on quitte les États-Unis, on rentre chez nous, en France, et je voulais vous parler des retraites avec cette méthode. François Bayrou, là, on est sur un conclave. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va donner, surtout? François Bayrou, il a été au ciné, il s'est dit allez, j'ai bien aimé le film, avec un très bon film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, exactement. Voilà, on peut l'appeler conclave, on peut l'appeler comme on veut. Oui, je pense qu'il y a une fibre catholique de François qui a fait que ça... Qui ressorti un peu, ouais. Voilà, qui ressort. Mais ça, on ne changera pas. Hein. Il est chrétien-démocrate à la base, donc ça ne changera pas. Okay. La vraie question de fond, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce que ça va donner? La vraie question de fond, c'est est-ce que c'est bien de faire travailler les partenaires sociaux entre eux? Oui. On aurait dû d'ailleurs commencer par ça lors de la réforme des retraites. Pas la première, parce qu'il y avait déjà eu une participation des syndicats sur le sujet, et syndicats patronaux et salariaux. Donc c'est une bonne idée, il faut qu'ils discutent. C'est toujours par le dialogue et on a construit d'ailleurs notre modèle social sur le sujet. J'ai quand même une crainte, c'est que quand on laisse le patronat et les salariés, les représentants syndicaux salariés discuter, on oublie toute une chose. Il y a tout un pan des retraites qu'on oublie, c'est le pan public. Où là, ce ne sont pas les partenaires sociaux qui peuvent discuter de ça. Donc le conclave, c'est bien, mais ça veut dire que ce qui va sortir du conclave, si on doit le mettre dans la loi, il faudra qu'on l'adapte aussi au secteur public. On fait comment? Parce qu'il n'y aura pas eu de discussion pour le secteur public. Et dans le secteur public, le représentant du syndicat patronal, il n'y en a qu'un, c'est l'État. Ouais, c'est l'État, bien sûr. C'est le ministre des... Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment on les intègre? Est-ce que le fait que justement les parlementaires, parce que c'est ce qui a été dit, c'est qu'il y aura quand même une communication, enfin un lien quand même avec les parlementaires. Donc est-ce que c'est par là que peut-être le secteur public, pour le dire de manière très large, pourrait s'intégrer aux discussions, participer tout du moins? Je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire. Effectivement, plus il y aura une discussion féconde entre les représentants syndicaux pour le secteur privé, on pourra prendre ces idées-là pour voir comment est-ce qu'on peut les adapter au secteur public. Et ça, c'est typiquement du rôle des parlementaires. Ouais. La vraie question, c'est est-ce qu'on aura ces informations-là qui vont pouvoir être suffisamment actées et sûres pour qu'on puisse les transposer dans un texte juridique. Oui, François Bayrou, normalement, que vous ayez accès aux informations de ce conclave. Mais au-delà d'avoir les informations, c'est est-ce que les accords entre les syndicats patronaux et salariaux seront phasés et ne seront pas interdépendants des autres points en discussion plus tard. C'est-à-dire que si on dit on est d'accord sur un taux de cotisation à tant de %, mais c'est sous réserve qu'on soit d'accord sur l'âge de départ à la retraite.
Oui, on va pas pouvoir le c'est transposer. culbuto et si du c'est coup, des culbuto et qu'on n'a bien pas sûr. le truc qui va enfin, on n'y arrive pas. Ouais. Et donc, il faut qu'on ait des moments où où les syndicats soient suffisamment d'accord pour Mais ça, qu'on puisse... vous n'en êtes pas sûr aujourd'hui. Bah non, on ne peut pas en être sûr parce que dans une discussion comme celle des retraites, il y a tellement de paramètres à regarder qu'on ne peut pas être sûr d'une... Je vois pas comment est-ce que... Non, j'entends sur les paliers, ça j'ai Oui. bien compris, mais sur le fait que vous n'ayez pas d'informations justement par étape, en escalier, quoi. On les aura parce que de toute façon, il y a des syndicats qui seront totalement contre la négo et qui iront dire ce qui a été dit et que du coup on le saura. Et puis il y en a qui seront pour et qui seront super contents de pouvoir dire à leurs représentants et d'annoncer nous avons trouvé un accord sur tel et tel point, et on aura le syndicat patronal qui va être obligé de communiquer assez régulièrement vis-à-vis de ses adhérents, enfin les syndicats patronaux vis-à-vis des adhérents pour être sûr de pas s'embarquer dans un truc qui n'est pas celui que la base voudrait. C'est un sujet suffisamment important en termes financiers pour qu'ils aient besoin de ce retour. Et donc forcément, on aura des infos. La vraie question, c'est comment est-ce que ces informations-là seront fiabilisées et crantées pour qu'on n'ait pas à y revenir. Hugo ? Il y a une question de Maskili dans le chat qui dit « Notre modèle social a été créé par Ambroise Croizat avec un parti communiste très fort, armé car au sortir de la guerre et un grand patronat désavoué pour fait de collaboration. Pensez-vous que l'on puisse obtenir un système viable et en faveur des plus petits avec le rapport de force aujourd'hui ?» C'est une bonne question philosophique. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut conserver totalement le même modèle et le même financement du modèle. J'ai quand même une vraie interrogation. Je dis clairement, j'ai pas de solution telle quelle. Et puis c'est pas trop mon domaine, mais j'ai quand même une vraie question sur le changement de démographie français. Comment est-ce qu'on finance... Le vieillissement de la population. Bah oui. Comment est-ce qu'on finance un modèle social qui était fait où les actifs étaient tellement plus nombreux que les retraités qu'on pouvait le financer, et on l'a laissé se rapetisser au fur et à mesure sans commencer à penser à la suite. Il y a peut-être plein de solutions qui sont autres que simplement de faire de la capitalisation. Parce que voilà, je ne suis pas forcément pour la capitalisation obligatoire comme ça. D'autant que, très honnêtement, en plus, ça existe déjà pour le secteur public, sur la base du volontariat, et personne n'a crié quand ça a été mis en place. C'est le système préfond. Oui, mais ça reste... C'est optionnel. Oui, voilà. Mais c'est très bien que ça soit optionnel. On peut créer des choses qui permettent de l'optionnalité, avec des déductions fiscales, on peut faire un certain nombre de choses. Moi, ça me va bien si on trouve quelque chose qui permette Ce serait quoi, ce quelque chose ? Ben, on a des choses à faire. On a à aujourd'hui regarder comment est-ce qu'on peut mieux faire cotiser un certain nombre d'entreprises qui ne cotisent pas comme il faudrait. Et là, je vais vous mettre les GAFAM, comme ça au moins je m'en mettrai personne à dos. Mais on a quand même des gens qui vivent sur notre dos, qui ne payent pas un centime d'impôt. Donc il y a un moment, c'est bon. Voilà, ça revient à ce système du marché. Il faudra qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait de la contribution en fonction des revenus de façon peut-être un peu différenciée. La taxation des retraites là, qui vient d'être mis sur le plancher. Oui, la taxation des retraités. Mais les plus aisés. Des retraités les plus aisés. Oui, mais le problème de taxer maintenant les retraités qui avaient... Parce que c'est un contrat social, la retraite. Oui. Si on commence à dire aujourd'hui, ah oui, mais on avait oublié de vous dire, petite ligne en bas de la page, que finalement, on pouvait se laisser la possibilité de vous taxer vos retraites, alors que tout le monde était parti sur un système où, une fois qu'ils avaient leur retraite, on n'y touchait plus. Et constitutionnellement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire une différence entre les revenus de la retraite et les revenus du travail en disant, toi, tu es à la retraite, donc en fait, tes 2 000 €, je t'ai taxé à une tranche marginale plus importante que celle qui travaille à 2 000 €. C'est considéré comme une petite, enfin pas comme une grosse retraite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je mets 2 000, mais ça peut être 3 000. On est quand même sur des gens qui ont cotisé 2 fois plus à 3 fois plus, qui touchent 2 à 3 fois plus que ce qu'ils ont cotisé. Ça a été... Oui, mais à ce moment-là... OK, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on remet aussi à plat tous les régimes sociaux, spéciaux, etc. Donc ça veut dire qu'on change vraiment le contrat. Changer le contrat pour l'existant, c'est compliqué. Il faut mieux essayer de penser à le changer pour l'avenir. Donc ça, pour vous, on a bien compris. Aux jeunes, aux personnes qui sont aujourd'hui à 40 ans et qui se posent la question de la retraite. C'est les jeunes. C'est leur... donc les jeunes. Oui, je parle aussi des jeunes qui sortent de l'école, qui aujourd'hui n'ont plus envie. On se pose déjà la question de la retraite. Bien sûr. Oui, non, mais c'est pour ça. Il y a pas mal de gens. 70 balais, donc moi, je dis, bon. Pas mal de gens aujourd'hui, et d'ailleurs c'est reflété sur les réseaux sociaux assez régulièrement, comme quoi de temps en temps les réseaux sociaux peuvent permettre de donner des infos. Bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas envie de travailler sous forme salariée dans des entreprises, qui veulent travailler sous forme d'auto-entrepreneurs ou un système de paiement de ce type-là par facture, en se disant ça va limiter mes cotisations, je vais en mettre un peu de côté, d'abord pour faire ma vie, parce que j'ai envie de voyager, etc., mais aussi pour pouvoir capitaliser pour l'avenir, parce que je pense que j'aurai pas de retraite. Oui. Et donc, cette fuite par le phénomène d'absence de confiance
fait qu'en plus, on accélère le mouvement de décotisation. Oui, on ne remplit pas assez les caisses. Donc si on doit changer l'avenir, il faut donner en contrepartie de ce changement de contrat, il faut donner de la prévisibilité et de la confiance. Donc c'est quoi votre solution ? Il y a des cotisations supplémentaires à trouver auprès de certaines entreprises. Donc ça, on l'a compris. Il y a, à partir d'un certain nombre de revenus, peut-être en activité, des cotisations supplémentaires à récupérer. On avait déjà commencé à le faire sur Donc taxer les plus hauts revenus. Sur un centre de très hauts revenus, oui. D'accord. De manière pérenne ou pas pérenne, du coup? Ah mais on peut le faire de façon pérenne. Okay. Désolé, mais des jetons de présence dans des conseils d'administration, quand des personnes en ont 6 ou 7, parce qu'ils ont 6 ou 7 conseils d'administration, et qui touchent des montants très importants, peut-être qu'on peut déplafonner les cotisations qui sont payées par ces personnes-là. C'est ça, parce que c'est ce que proposait Michel Barnier de façon pas pérenne, du coup, et qui faisait partie des négociations. Oui, que les démocrates avaient posé de façon pérenne. Donc je suis totalement aligné avec ce qu'on avait dit il y a quelques mois. Ça me rassure de temps en temps. Mais on a des solutions. Maintenant, il faudra aussi qu'on fasse des économies quelque part. Il faut peut-être qu'on simplifie le millefeuille des caisses de retraite, parce qu'aujourd'hui, régulièrement dans ma circonscription, mais c'est valable partout en France, parce que quand je me balade, je vois à peu près ça partout, il y a des personnes qui ont 5 ou 6 caisses de retraite, qui touchent des montants dérisoires sur certaines caisses de retraite, mais qui sont versés au trimestre et pas au mois, d'autres qui sont versés au mois, et qui, en plus, ne les touchent pas tout de suite parce que personne n'arrive à reconstituer la carrière comme il faut, dans les conditions qu'il faut. Et donc, on a aujourd'hui un vrai système d'information complet sur la retraite à refonder, et peut-être qu'on peut supprimer un certain nombre de caisses. Et mieux gérer les caisses, parce qu'on voit que certaines caisses qui sont très bien gérées ont de la trésor, et permettent d'assurer quand même des à-coups, d'autres qui sont totalement à la ramasse et qui ne sont pas en capacité d'absorber les à-coups. Ce qui fait qu'en plus, de temps en temps, l'État, voyant une manne assez importante dans certaines caisses, se dit « ça serait bien que je mette la main dessus parce que j'ai un petit problème de déficit ». Évidemment. Et là, on change encore une fois le contrat, donc ça ne va pas. Voilà. Il y a beau, ça débat dans le chat entre les pro-capitalisation, etc., etc. Il y a Boubou qui demande pourquoi ne pas donner le choix à la population quant à son taux de capitalisation sur sa retraite. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le faire. Justement parce que nous n'avons pas un taux unique. On serait sur un régime de retraite à points, où tout ce qui a été cotisé donne le même nombre de points et on donne une valeur à ce point-là. Là, par contre, on pourrait avoir un avis. Et la population pourrait... Ça serait d'ailleurs un débat intéressant à avoir au moment d'une élection présidentielle. C'est comment est-ce qu'on fait, quel taux on y met. C'était la réforme de 2019. C'était la réforme de 2019 qui a été abandonnée. Sur des régimes de retraite totalement différents, sur des taux de cotisation différents, sur des taux de service différents, sur des calculs différents, parce qu'il y en a certains sont en points, pas d'autres. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir un débat serein sur le sujet. Oui, je défie aujourd'hui quelqu'un, sauf s'il a toujours travaillé dans la même entreprise et qu'une seule caisse de retraite, de savoir exactement combien il va toucher à l'arrivée. Et quand vous demandez au service public de vous faire le calcul, il vous fait une estimation à la louche en disant « d'après les informations que vous nous avez fournies, et sous réserve qu'on ait bien vérifié, vous toucheriez à peu près ça ». Ben oui, sauf que ça ne marche pas de dire aux gens « on va toucher à peu près ça ». J'ai une question sur... je fais un petit retournage juste sur le conclave. Le premier mandat d'Emmanuel Macron et le début du deuxième mandat, il a quand même été marqué par une distanciation totale avec les corps intermédiaires, et notamment les syndicats. Visiblement, la méthode Bayrou, pour l'instant, c'est de leur redonner un peu de... Je ne sais pas si c'est du pouvoir, mais en tout cas de renouer un peu le dialogue avec eux. C'est ça la rupture de la méthode Bayrou vs la méthode Macron ou Entre autres, très clairement, mais on l'avait déjà dit, nous au MoDem depuis 2017, ça manquait de corps intermédiaires. Donc on va pas renier ce qu'on a dit, et François Bayrou est parfaitement aligné avec ce qu'on en pense. Et la deuxième chose, et je reviens sur son histoire, c'est un catholique, social-démocrate, et donc dans la social-démocratie, notamment catholique, le syndicalisme n'est pas un gros mot, et même plutôt quelque chose qui est promu. Donc oui, il y a une partie de rupture qui est certainement là-dedans, mais ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, c'est que le président de la République ne puisse pas imposer sa vision des choses. Ça va être une cohabitation sur la méthode politique, en fait. Oui, parce qu'ils sont assez alignés sur un certain nombre de visions, sur un certain nombre de façons de fonctionner. C'est la méthode. Mais sur de la méthode, notamment celle-là, oui, la négociation. Ce fameux conclave, que moi, je n'aurais pas appelé conclave, mais très bien. Très bien. Le principe du conclave, c'est qu'ils sont fermés, qu'on a de la fumée, et que la fumée blanche à un moment. C'est un conclave ouvert. Je ne sais pas ce que c'est. François Bayrou, il a échappé, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, il s'est sorti d'une censure qui aurait pu donc le faire tomber. Est-ce que vous craignez, avec le retour du budget,
ou vous êtes au contraire très serein sur l'idée que non, François Bayrou va pouvoir continuer à travailler sereinement et plus longtemps que l'a fait Michel Barnier? J'étais pas très inquiet sur la première censure, puisque le Rassemblement national avait dit qu'il ne censurerait pas sur des mots, ce qu'ils avaient déjà fait avec Barnier d'ailleurs. Rappelons-le, ils n'avaient pas censuré sur la première motion de censure Barnier, parce qu'ils disaient, nous, dans un discours de politique générale, et c'est un peu le principe du discours de politique générale, il y a à boire et à manger pour quasiment tout le monde. Donc c'est pas ça ça donne une trame, mais ce qui est important sont les gestes. Et donc aujourd'hui, la vraie question, c'est sur le budget. Je pense que ce qui s'est passé pendant la période de Noël et les fêtes de fin d'année, c'est que beaucoup de députés sont quand même revenus dans leur circonscription, et notamment ceux qui avaient voté la censure, et qui sont un peu fait taper dessus par un certain nombre de leurs concitoyens, qui leur ont dit c'est marrant, et je comprends bien que c'était pas tout à fait génial, mais pas de budget, c'est même pire que ça. Oui. Et que là, c'est encore pire que si on fait une deuxième censure, c'est que là, définitivement, on ne pourra plus rattraper les choses. Et je pense que les Français et les entreprises n'ont pas envie de ça. Donc, est-ce que ça va marcher jusqu'au bout? On ne peut jamais être sûr. Je pense qu'il y a une volonté de faire quelque chose et d'arriver à avoir un budget, quitte à rediscuter de façon beaucoup plus ferme à l'issue sur la question des retraites. Donc je pense que c'est plutôt au moment de la discussion sur les retraites qu'il pourrait y avoir un problème de censure que sur le budget. Il nous faut du budget, les collectivités en ont besoin, les agences de l'État en ont besoin, on a besoin de faire des économies, mais on a aussi besoin d'avoir des dépenses et des investissements. Et aujourd'hui, on voit bien que la situation économique, et en plus vis-à-vis des États-Unis, tout ce qui se passe en ce moment, va nécessiter qu'on soit le plus cohérent possible en termes budgétaires. Merci. Pardon. Pardon. Je crois que c'est fini. Moi, j'ai vu. Je sais bien, on que ce soit le PS qui vote pas la censure ou que ce soit le RN qui vote pas la censure? J'aimerais bien que ce soit les deux qui votent pas la censure. Aucun des deux l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver une position commune sur la partie du budget et sur la trajectoire. Ensuite, qu'on ne soit pas d'accord sur tout, oui, mais il faut peut-être qu'on se mette d'accord sur le fait que nous avons besoin d'un budget. La question, c'est où est-ce qu'on trouve des économies et comment est-ce qu'on fait pour que les économies soient les moins indolores possibles pour nos concitoyens. Très bien, on vous a entendu. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, à ce stream sur Twitch. Et puis on vous laisse repartir tranquillement. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Quand vous m'invitez, ça sera c'est noté. Merci beaucoup, Monsieur Laton. Mais on accueille tout de suite une de vos collègues, Céline Hervieux. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, bienvenue chez nous. Bienvenue dans Legistream, le live Twitch sur la chaîne Twitch donc de la chaîne parlementaire. Bonjour. Je vous présente très rapidement. Vous êtes député socialiste depuis 6 mois. Tout juste, puisque vous êtes élu de la 11e circonscription de Paris suite à la dissolution qui a eu lieu cet été. Vous avez été élu sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Est-ce qu'aujourd'hui, 6 mois plus tard, vous êtes toujours Nouveau Front Populaire? Bien sûr. Plus que jamais. Plus important. Plus que jamais. T'oublies le plus important, surtout, elle s'est inscrite au PS sous François Hollande. Oui, bien sûr. Alors, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, Manuel Valls, Premier ministre. C'est dire. Je ne sais pas si je suis ravie de le revoir aujourd'hui. Très bien. Mais en tout cas, on vient de loin. Bon, alors, du coup, toujours NFP. Mais oui, bien sûr, toujours NFP, y compris dans les moments de crise. C'est dans ces moments-là, dans les moments, disons, plus compliqués, où justement le collectif est un petit peu bousculé. C'est dans ces moments-là que nous, quand on a lancé le NFP, il faut se rappeler pourquoi on l'a fait. Il faut se rappeler ces milliers de gens qu'on a croisés pendant la campagne. Et des gens de partout, des gens qui n'étaient pas politisés, qui n'étaient pas dans les partis et qui ont cru vraiment à ce collectif, qui se sont engagés, notamment je vous coupe tout de suite, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces gens-là, sur le terrain, quand il y a eu le vote là, de la censure, et que du coup, écologistes, communistes et la France Insoumise l'ont voté, et pas le Parti Socialiste? Mais ça est déjà arrivé, ça, dans l'histoire de l'Union de la gauche, qu'il y ait des moments de désaccord sur la stratégie et sur la façon de réagir des uns et des autres. On est complémentaires, et c'est ce qui fait notre force. On n'a pas vendu du rêve aux gens en disant on va faire un parti unique et alors on marchera droit comme un seul homme. C'était pas ça le projet. Le projet, c'est l'ensemble des forces de gauche qui se mobilisent contre le Rassemblement national avec un programme, celui du NFP, avec des valeurs de progrès humanistes, écologistes, socialistes, et on rassemble tout ça et on se bat pour défendre l'intérêt des Français. Et donc ça reste valable. Le NFP, c'est guère que le véhicule pour porter justement des progrès dans la société. Et ça, c'est toujours valable. C'est pas parce qu'on n'est pas parfaitement d'accord sur la stratégie à adopter qu'on est désunis. Tous ceux qui cherchent à nous faire croire que c'est la fin du NFP veulent en réalité voir l'échec de la gauche dans les prochaines échéances. Mais est-ce que c'est pas nous qui le disons, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que nous... Oui, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas le plus grand défenseur du NFP. Mais du coup... d'accord.
Ah bah non, je rebondis là-dessus. C'est à chaque fois qu'on reçoit un député issu du Parti socialiste sur ce plateau, on lui demande ce qui ne va pas avec le NFP et la France insoumise plus particulièrement. On nous répond on est d'accord sur tout sur le fond, mais c'est sur la forme que ça pêche. Et on a l'impression que là, les désaccords sur la forme ont quand même été assez suffisamment forts pour qu'il y ait je dirais pas le début d'une brèche, mais là, il y a vraiment une brèche dans l'union de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, il y a un communiqué qui est paru il y a quelques heures qui dit soit vous votez la censure du budget, soit le PS ne fait plus partie du NFP. Oui, mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est le patron du NFP et qui nous explique comment on va construire la société civile et comment on va organiser un mouvement politique citoyen demain. Il y a 80 députés qui n'écoutent que ce que lui dit est fait, malheureusement pour vous ou pas, je sais pas. Je veux pas. Ça, je pense qu'il faut laisser les députés LFI avec leur liberté de conscience et c'est à eux de se retourner vers Jean-Luc Mélenchon en leur disant ça suffit. Parce que tu nous fais du mal collectivement. Puisque manifestement, il a eu son moment de gloire. Et honnêtement, il faut respecter aussi la personnalité qu'il a été. Bien sûr. Moi, quand j'étais jeune, en 2012, mon premier vote à 18 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Hein. Avant de voter pour François Hollande, mais je n'étais pas encore au Parti socialiste. Et je ne connaissais pas grand-chose à la politique, je peux le dire. Et pourquoi, mais il n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Pourquoi PS et pas le Front de gauche, par exemple, si vous avez, ou enfin le Parti de gauche, parce que vous avez voté. Pourquoi avoir choisi... Ou la France insoumise, vu que vous aviez voté pour Mélenchon. Ouais. Oui, mais pourquoi pas Mélenchon plutôt que Hollande? Parce que justement, en fait, quand Hollande est devenu président de la République, moi, j'ai senti qu'il y avait un vrai espoir dans le pays. Et y compris, après, ça s'est effectivement un petit peu dégradé. Un petit peu. Mais moi, j'ai toujours eu le sentiment de faire partie d'une gauche qui agit, une gauche qui réforme, une gauche qui tient compte aussi des principes de réalité de l'organisation de la société, qui n'est pas une gauche révolutionnaire. J'ai jamais défendu ça parce que c'est pas ce en quoi je crois. Donc moi je dis, et maintenant ce que je défends un petit peu, mais bon, je sais que c'est pas très populaire, mais c'est la gauche du petit pas. C'est-à-dire qu'on avance, on préfère faire des petits pas plutôt que d'attendre le grand soir et qu'au final, rien ne se passe. Donc on essaie d'être dans le concret, on essaie de proposer des choses, on est démocrate, donc on respecte aussi les oppositions, on ne cherche pas à plaquer un programme qui n'est pas compris et reçu par tout le monde, on cherche à convaincre petit à petit sur des propositions qui vont dans le bon sens. Donc le socialisme, c'est ça. Et les principes d'égalité, il y a beaucoup de choses qu'on partage en commun, mais il y a aussi des points de désaccord, et je pense qu'on ne les a pas masqués, y compris pendant la discussion sur le programme du NFP, et tout au long, et je retourne juste le truc, parce que moi j'en ai aussi un petit peu marre qu'on pointe toujours les socialistes comme responsables de la potentielle de la désunion, alors que je suis désolée, mais quand Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'il sera candidat en 2027, sous la bannière d'ailleurs apparemment du NFP, on ne nous a rien demandé à nous. Et là, personne n'a dit, à ma connaissance, c'est une rupture du NFP. Pour être précis, il a dit il y aura un candidat LFI, pour être précis. Il a dit oui, c'est exactement. Après, on se doute de qui c'est, quoi. Mais c'est juste. Mais au sein même de la France insoumise, certains disent en 2027, c'est pas sûr que ce soit lui. Oui, mais déjà, ça, c'est aussi, on pourrait considérer que c'est une rupture dans le pacte. Mais c'est ce que vous dites. C'est une rupture. Non, parce que j'interroge vraiment ce que... Oui, vous avez raison. Non, mais dans le sens où justement... On pourrait considérer que c'est une forme de rupture parce que là aussi, on n'avait pas été concerté et sur un élément aussi important qu'une candidature à la présidentielle, on pourrait se dire, voilà. Et pour autant, le NFP se poursuit. Et moi, le NFP, je le vis tous les jours. Donc vous êtes un peu en colère, mais pas trop. Comment vous... En fait, je voudrais juste qu'on arrête en fait de taper sur le Parti socialiste à tout bout de champ. Mais c'était pas la question de base. Hein. C'était vraiment plus de comprendre votre positionnement dans ce groupe. C'était pas. Je comprends. L'idée, c'est une vraie question. Tout de taper sur le Parti socialiste. C'était vraiment de se. Non, je sais pas. Je vous jure. Non, c'est pas vous. Il y a un mot qui revient. C'est la trahison, les traîtres, les tweets quand même, sur Twitter, des montages, etc., collabos, etc. Bien sûr. Sur Twitch aussi. Donc c'est regrettable. Et moi, je défends le NFP coûte que coûte. Et ok, Hugo. Et vous avez discuté avec eux de la non-censure de Bayrou ou pas? Ils connaissaient notre position. Alors déjà, il a fallu qu'on fixe nous-mêmes notre position. Oui. Elle n'est pas arrivée tout de suite, votre position. Il y a eu des virements, des revirements. Il y a eu des revirements et puis il y a eu surtout du débat. Et moi, c'est ce que j'aime aussi au Parti socialiste. Je ne sais pas comment ça se passe à la France insoumise, mais j'ai l'impression que c'est pas totalement comme ça. Mais bon, chacun son organisation. Mais justement, on a des débats internes, longs. Parfois, c'est pénible, ça dure des heures. C'est le soir tard, les bureaux nationaux, etc. Mais au moins, chaque parole est entendue et on arrive à construire une position collective. Moi, je suis très contente qu'on ait réussi à le faire. Ça a été difficile parce que l'acte de la censure... Moi, je suis une jeune députée, vous l'avez dit, ça fait à peine 6 mois. J'ai déjà censuré un gouvernement. J'aimerais bien éviter d'en censurer tous les 2 mois. Mais c'est juste, je sais pas, c'est l'image que je me fais de la fonction de parlementaire. J'aimerais bien qu'on n'en arrive pas là. Et pour moi, le vote de la censure, c'est l'acte ultime. C'est finalement l'acte le plus
grave, si on peut dire, qu'on peut réaliser en tant que parlementaire. Donc je pense que ça renvoie chacun à son éthique politique, à sa responsabilité individuelle. Et donc c'est normal et c'est légitime que chacun se questionne et qu'il y ait des débats. Et justement, vous parlez de la censure. La censure vous a un peu auto-saboté, j'ai envie de dire, puisque la semaine d'après, vous auriez dû avoir votre niche parlementaire qui a donc été décalée à demain. Donc la niche du Parti socialiste. Exactement, donc qui est, on rappelle, pendant une journée, un groupe parlementaire peut défendre et décide de l'ordre du jour. Exactement. C'est son propre programme, quoi. De 9h à minuit. Votre texte est en, je crois, 5e position. Donc ça va être très compliqué qu'il soit discuté. Comment vous préparez pour la journée de demain et est-ce que vous pouvez parler de votre texte là aux gens qui le découvrent? Bien sûr, oui, avec plaisir. Donc le texte est en 5e position, donc on étudie les textes évidemment dans l'ordre, et je crois que lors de la dernière niche socialiste, pour info, le 5e texte avait été adopté à 23h50. Donc en fait, c'est très serré. C'est très serré en termes de timing. Vous croisez les doigts. Donc, je croise vraiment les doigts, donc je fais des prières. J'essaie Jérôme Guedj qui monte à 23h59 et qui dira jusqu'au bout, nous défendrons. Alors apparemment, si on commence trop tardivement, j'ai prévu aussi un discours beaucoup plus long. Si on commence à 23h45, comme ça je peux terminer. Tout est technique, tout est bon à prendre. J'ai préparé deux discours. Là, un court, un long. Bon, exactement. Voilà, totalement. Et c'est ça, concrètement. Donc là, je suis sur le discours en ce moment. Et puis avant, il y a eu tout le travail politique pour s'assurer que les débats se passent le mieux possible. Donc là, je passe tous les coups de fil en disant aux copains, s'il vous plaît, enlevez, supprimez vos amendements, parce que là, on va avoir très peu de temps. Et donc, mais de quoi parle-t-il, ce texte? Alors, nous, ce on texte, sait, mais c'est pour, c'est quand même expliquer. le plus parce que là, on parle de la tambouille l'organisation parlementaire, mais c'est sur les crèches. C'est sur les crèches, absolument. L'idée, c'est de proposer en fait un premier pas dans la lutte contre la financiarisation dans le secteur de la petite enfance. Puisque ce qu'on constate, donc tout le monde est confronté à ce problème de place en crèche. Tout le monde qu'on ait des enfants ou pas, je pense que c'est un sujet qui concerne des millions de Français, qui nous concerne toutes et tous. La qualité d'accueil dans nos crèches en France, c'est un sujet qui est majeur. Et ce qu'on a constaté avec les professionnels du secteur, c'est que depuis 20 ans, on a une forme de dérégulation du secteur, donc des normes de qualité d'accueil dans nos crèches, et on a un secteur public qui est un petit peu à la ramasse, qui a du mal à répondre à la demande des familles. C'est même une catastrophe. On a 200 000 places de crèches qui manquent sur le territoire, si ce n'est plus. On a encore du mal à évaluer complètement les besoins. Et on a 10 000 professionnels manquants. Enfin, bref, c'est un secteur qui a été sous-investi, je pense, depuis des années dans les politiques publiques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en toute logique, quand le public fait défaillance sur un service qui est nécessaire pour les familles, eh bien, vous avez des acteurs marchands qui viennent répondre à la demande. Et les pouvoirs publics, le gouvernement a laissé faire, parce que ça répondait aussi à la demande. Il se trouve que c'est un secteur qui est largement alimenté par de l'argent public. Donc une crèche, il y a plusieurs statuts, mais en gros, moi, mon sujet, c'est de dire les crèches privées lucratives, donc qui appartiennent à des entreprises de crèches, qui sont financées à 2/3 par de l'argent public. On a constaté, parce qu'il y a eu des rapports de l'IGAS dans ce sens, il y a eu des livres de lanceurs d'alerte, entre guillemets, journalistes, les ogres de Victor Castanet plus récemment, mais il y avait aussi Bérangère Le Petit, journaliste au Parisien, qui avait fait un livre sur B-Business qui dénonçait déjà les pratiques commerciales frauduleuses de certaines entreprises de crèches. Et en gros, l'idée de se dire plus globalement, l'idée de la loi, c'est de dire tous ces acteurs du monde de la finance, donc fonds de dette, fonds d'investissement, qui aujourd'hui veulent investir dans nos entreprises de crèches, avec quel objectif viennent-ils? Et est-ce que ça ne vient pas dégrader à un moment donné cette course à la rentabilité, qui est propre à tout fonds d'investissement, est-ce que ça ne vient pas dégrader la qualité d'accueil? Est-ce que ça ne vient pas atteindre les conditions de travail pour les professionnels? Et est-ce que cette stratégie de croissance, puisqu'ils cherchent à augmenter leur parc de crèches, parce que c'est l'objectif, est-ce que ça se fait en répondant réellement aux besoins des familles sur l'ensemble du territoire? La réponse est non. Donc l'idée, c'est de se dire, maintenant, il faut arrêter. Il faut qu'on commence à poser des premières pierres dans la régularisation de ce système. Et donc, ce que je propose dans mon article 1, c'est que finalement, tout fonds d'investissement ou fonds de dette qui souhaite investir dans une crèche privée en France soit soumis à une autorisation préalable du ministre des Affaires sociales, de façon à pouvoir analyser le plan de financement. Je suis fonds d'investissement, je viens donner de l'argent, qu'est-ce que j'attends, quels sont mes objectifs de rentabilité, est-ce que c'est sur du court ou du long terme, quel impact ça va avoir dans l'organisation de la vie des crèches. Vous n'avez pas peur de bloquer
tout le système en fait et de, enfin voilà, Ouais, que les d'effrayer investisseurs un peu des se disent ah bah non, investisseurs, trop compliqué, trop pénible. J'ai envie de vous dire, c'est aussi l'objectif de C'est bloquer l'objectif. c'est l'objectif de bloquer des investisseurs qui viendraient avec les mauvaises ambitions. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a des fonds d'investissement aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec le secteur de la petite enfance, qui voient ça comme une manne financière. Sauf que ça aide un peu quand même à pouvoir ça placer aide ses jusqu'au enfants. jour où vous avez votre enfant qui est accueilli dans une crèche avec du personnel qui est mal formé, avec des logiques de rationnement. Parce que les rapports de l'IGAS ont montré quand même des rationnements sur les couches, sur la nourriture. Il ne faudrait pas interdire, tout simplement, pour les enfants, Les crèches privées. pour les vieux, enfin nos anciens, etc., tout simplement, ces groupements privés et faire un service public. Il faudrait que le service de l'État soit à la hauteur, déjà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est Exactement. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien vous dire que le service public c'est la répond à porte ouverte l'ensemble de à la toutes les demande des fenêtres que tu familles. nous proposes, là. Mais ça, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Non. C'est dormi pour capter l'expression, là. Non, mais c'est un très bon point, parce qu'en fait, c'est l'objectif in fine. Mais c'est vrai que... Alors, il ne faut pas non plus pointer du doigt. Moi, je ne suis pas idéologue sur le fait de dire le privé, lucratif, c'est par essence très, très mauvais, etc. Parce qu'il y a aussi des innovations pédagogiques, il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Et ça peut même être complémentaire parfois avec une offre publique. Moi, mon sujet, c'est simplement que ce soit mieux contrôlé et régulé. Parce que quand je vois qu'on a aujourd'hui 55 professionnels contrôleurs dédiés au contrôle des crèches sur toute la France, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le moyen de contrôler ce qui se passe dans ces structures aujourd'hui. On a de l'argent public qui sert à rembourser en fait des fonds de dette ou des fonds d'investissement qui n'ont rien à voir avec le secteur de la petite enfance et qui, je pense, ne s'intéressent pas tellement à ce qui se passe concrètement dans les crèches, si ce n'est qu'il faut que ça tourne quand même parce qu'il faut que les parents reviennent et qu'il y a un enjeu réputationnel. Mais donc ça, il y a un vrai sujet. Au bout d'un moment, quand c'est notre argent à tous qui finance ça, moi j'ai envie de savoir où ça va et j'ai envie que ça serve à la qualité d'accueil. La dotation de l'État aux 2/3, vous disiez, elle ne peut pas baisser dans la participation à ces crèches? Le problème, c'est que plus vous baissez la part de dotation de l'État, plus vous allez chercher des investisseurs. Et c'est ce que m'ont répondu les entreprises de crèches. Et c'est pour répondre aussi à votre question. Parce qu'au départ, nous, on voulait interdire les fonds d'investissement et les fonds de dette. On s'est rendu compte que c'était contraire au droit, à la Constitution. On allait cibler en plus que les fonds français. Donc typiquement, ce qui s'est passé pour People and Baby, pour ceux qui ont suivi, c'était un fonds de dette britannique. Donc typiquement, il n'aurait pas été dans le viseur. Donc c'était pas bon. Et puis, on allait assécher complètement, c'est vrai, le secteur. Donc l'idée, c'est de se dire... Ça existe, il y a ces fonds d'investissement, fonds de dette. Ce qu'on veut, c'est éviter les mauvais payeurs, les mauvais investisseurs, entre guillemets. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et que surtout, on puisse avoir un droit de regard. Qui investit, pourquoi, et qu'on puisse contrôler. Donc ça, c'est un mécanisme qui se fait, qui peut se faire dans d'autres secteurs aussi. Et vous vous attaquez aussi à tous ces mécanismes, notamment en ligne, qui permettent de se former de manière assez rapide, finalement. C'est des formations en ligne pour devenir puéricultrice. Alors, je ne sais pas si c'est le vrai terme qui est délivré, du coup, quand on fait ces formations en ligne. C'est le CAP Petite Enfance, AEPE, oui, voilà. Mais qu'on peut faire en ligne. Mais c'est quoi la différence, en fait, finalement, entre le CNED, qui propose des formations tout à fait bonnes, carrées, et ces services-là, pour vous, c'est pas la même chose? Si. Pour moi, c'est la même chose. Le CNED est concerné aussi par l'article 3 de la proposition de loi qui vise à interdire les formations 100% distancielles pour les métiers d'auxiliaire de puériculture. OK. Et de CAP Petite Enfance. Alors c'est pareil, pardon, mais est-ce que je comprends la logique, mais est-ce que vous n'allez pas bloquer aussi un secteur d'activité où il y a des demandes, très 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 fortes demandes et pas grand monde parce que c'est très mal payé, hyper ingrat, enfin c'est terrible. C'est très pénible. Donc quand on a envie de se reconvertir ou qu'on se dit bah tiens moi je me dirigerais bien vers ça, c'est assez simple finalement, je m'inscris sur internet et puis je peux suivre une formation. Non, pour vous c'est pas le bon. Enfin je comprends tout à fait la logique, mais en fait on va pas dans le bon sens en faisant ça. Parce qu'on baisse le niveau de qualification. Moi, j'ai pas de sujet. Est-ce qu'il y a une partie de la formation théorique qui puisse se faire à distance, à travers des modules? C'est pour ça qu'on a bien insisté sur le 100% distanciel. Okay. Parce que ce que nous voudrions, c'est sanctuariser une part pratique dans cet apprentissage. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'avoir des infirmiers ou des médecins qui sont formés uniquement sur Internet, en fait. On n'apprend pas à s'occuper des enfants. Est-ce que vous apprenez à changer une couche, pardon, mais c'est aussi ça, sur un PowerPoint, à travers enfin, c'est pas comme ça. Donc, il faut de la pratique, il faut du terrain. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que la logique, en fait, était... il y avait une logique de dire, comme on a du mal à recruter... on va baisser le niveau de qualification. Donc mais en fait, c'est un cercle vicieux.
parce que derrière, vous renvoyez, vous déqualifiez, donc vous renvoyez aussi une mauvaise image. Les professionnels, il y a des gens qui se reconvertissent, mais qui n'ont aucune conscience de la difficulté des métiers, donc qui abandonnent au bout de quelques mois. Il y a des jeunes aussi, d'ailleurs, qui sont mal orientés, et voilà. Donc il faut avoir, non seulement ça permet d'appréhender toute la complexité du métier, parce que c'est difficile, c'est exigeant de s'occuper des très jeunes enfants, et ça permet aussi de se rendre compte de la réalité du métier. Donc c'est très important. Et d'apprendre au contact de ses pairs, directement sur le terrain. Donc c'est vraiment cette idée de dire, ça ne peut pas être du 100% distanciel. Et justement, sur la niche de demain, qui sera diffusée sur ma chaîne en intégration. Non mais parce que tu comprends où je veux en venir. Vous comprenez où je veux en venir. Le PS a annoncé aujourd'hui que vous alliez aussi diffuser du coup la niche en intégralité demain de 9h à minuit, et que vous lancez votre première émission ce soir sur votre chaîne Twitch. C'est quoi la stratégie Twitch de LCP? Non. Alors LCP, nous c'est là. C'est fatigué du PS. Il y a trop d'acronymes. Et je pense que ça ne fera pas concurrence aux autres sur Twitch. Non, parce que vous n'y arriverez pas. Voilà, mais vous avez des députés qui sont sur Twitch. Mais non, Boris et Philippe, ils ont arrêté. Ils n'en peuvent plus. Ils ont dit on est épuisés, on arrête, on a plus non, le mais temps. Philippe Brun, il veut être candidat de la gauche en 2027. Donc, Et d'ailleurs, plutôt Fort, Brun, Valo. Alors ce congrès, il aura lieu quand? Ah bah écoutez, il n'est pas défini encore, mais normalement au mois de juin. J'ai compris que c'était au mois de juin, mais il n'y a pas de circulaire, il n'y a rien pour l'instant. D'accord. Mais a priori, ce sera en juin. Bah, c'est ce qui était prévu, ouais. D'accord. Ça a l'air de vous. Non, moi, c'est vraiment pas les moments que je préfère en politique. Hein, non. C'est la popole la plus de terrain. Moi, j'aime la camaraderie, c'est super important. Et c'est vrai que pendant les congrès, c'est toujours tendu. Tu sais. C'est des logiques d'écurie, etc. Je sais que c'est important, et ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie de la démocratie interne, et donc ça, je le respecte totalement. Mais moi, c'est vrai que c'est pas ce qui vous fait vibrer. Et vous n'avez pas d'écurie, vous? Parce que François Hollande aimerait bien que Olivier Faure s'en aille. Non, moi, je suis loyale à mon premier secrétaire. Je suis très légitimiste, par contre. Une fois qu'il y a eu le vote, et puis, bon, il se trouve que moi, j'avais soutenu Olivier Faure, en l'occurrence. Donc, ça aide. Voilà. Et puis, mais surtout, la personne, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment fait confiance à une nouvelle génération. Oui. Et sur sa stratégie politique, depuis 2018, honnêtement, il a repris le parti dans un état catastrophique. Et aujourd'hui, on a doublé notre groupe à l'Assemblée nationale. On a quand même gardé un contact local aussi dans les communes, dans les départements dans lesquels on est implanté. Il a réussi à faire se redresser petit à petit le Parti socialiste. Et ça, je lui en sais vraiment gré parce que c'est un travail qui était difficile. On est tombé plus bas que terre. Donc, les 1% à la présidentielle, c'était très compliqué aussi. Et malgré tout, on y va, on y arrive. On a la stratégie d'union de la gauche qu'il a défendue ardemment, alors qu'il s'est fait taper dessus de tous les côtés. Donc moi, je le respecte beaucoup pour ça. Et voilà. Et pour revenir rapidement sur la niche parlementaire, j'avais discuté avec d'autres responsables presse de groupe du NFP qui m'a dit la stratégie en gros des socialistes lors de ces niches parlementaires, c'est de faire des textes hyper consensuels avec beaucoup de compromis, etc. pour justement la stratégie des petits pas, que ça aille au Sénat, que ce soit adopté au Sénat et en lecture définitive. C'était ce qui s'était passé avec notamment la PPL de Philippe Brun sur EDF. C'est quoi votre texte prise de risque demain lors de la niche, s'il y en a un? Le texte prise de risque, il y a un texte qui avait déjà été perdu à une voix. C'est le texte sur le repas à 1 euro pour les étudiants. Oui. Donc ça, pour moi, c'est un peu sensible et j'espère vraiment qu'il n'y a pas trop d'amendements visiblement. Donc c'est plutôt rodé. Mais quand je revois... Si je ne dis pas de bêtises, les 8 textes ont déjà été adoptés en commission. Exactement, tout à fait. Il y a un gage, peut-être un petit espoir... Tout à fait. Espérance pour demain. Oui. Non, mais globalement, ce sont effectivement des textes plutôt consensuels, mais ce sont des textes aussi vraiment qui concernent, on a essayé en tout cas, des sujets du quotidien pour les Français et qui représentent quand même des avancées majeures pour différents types de publics. Quand on parle des ascenseurs, qu'on parle des étudiants, qu'on parle des parents ou des enfants accueillis en crèche, quand on parle des Outre-mer, c'est des sujets du quotidien. Il y a la santé mentale aussi, il y a les textes aussi après le mien. Donc, on a essayé de cibler des Français et des réalités du quotidien. Et oui, plutôt sur des textes consensuels. Vous parliez du repas à 1 euro là, et de la loi qui n'était pas passée à une voix près. Là, pour le cas de demain, comme vous l'avez fait pour votre PPL, vous avez un peu fait du lobbying en disant à tout le monde il faut être là à telle heure pour ce vote-là. Bien sûr. Comment ça se passe Oui, il faut une discipline. Nous, tout le monde est là, normalement, de 9h à minuit. Demain, on va regarder. Non, mais après, les confirmer que les députés socialistes ont reçu une consigne d'être en présentiel pendant toutes les séances. C'est ce qu'on m'a dit.
Ah bah oui, c'est ce qui normalement. Même pendant les Après, je parlais pas tant du PS, mais est-ce que vous êtes allé frapper à la porte du Parti communiste, de LFI, oui, alors vos collègues, vos camarades? Oui, alors pour la présence dans l'hémicycle, moi, à titre personnel, non. Peut-être que les secrétaires de groupe le font, sans doute. Nous, c'est plutôt sur l'aspect, le fond en fait, des textes qu'on prépare aussi en amont ensemble pour s'assurer que tout le monde est à peu près raccord. Mais normalement, voilà, tout le monde est raccord. Mais sur les niches, normalement, on a quand même une règle. Enfin, moi, encore une fois, je découvre un peu tout ça, mais on a une règle qui n'est pas de pas se chamailler sur les niches, normalement. Normalement, non, mais bon. Normalement. Et on a vu lors des précédents, on va dire, scrutins sur des sujets un petit peu tendus, pendant le budget, même hier pour la loi Mayotte, où parfois il manquait une petite voix pour adopter ou pour battre l'extrême droite, etc. Est-ce que demain, vous attendez quand même à ça des votes plutôt serrés quand même ou pas, avec une extrême droite qui se mobilise beaucoup et des macronistes qui se démobilisent? Est-ce que vous attendez quand même à un duel avec la droite et l'extrême droite demain en hémicycle? C'est possible, c'est difficile de le prévoir parce que le jeudi n'est pas un jour normalement de séance, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de députés qui sont repartis en circours. Moins de monde. Donc c'est il y aura beaucoup moins de monde, je pense. Donc c'est difficile. Vous serez mobilisés, c'est sûr. Ah ben nous, on a un jour dans du jour. C'est l'image qui est souvent très drôle lors des niches parlementaires. On a l'habitude quand c'est des journées longues que l'Assemblée n'est pas pleine, mais qu'il y a un bloc où c'est noir devant. Enfin, c'est le parti. Normalement, demain, c'est ce qui devrait se passer. Non, il y a juste un commentaire. Que pensez-vous d'un Hamon pour rassembler le NFP et de Villepin, Premier ministre, pour ramener quelques personnes partagées entre la droite légère et le NFP? D'ailleurs, Dominique de Villepin qui a dit qu'il se préparait aussi. Il se préparait pour 2027. Oui, j'ai entendu ça. Non, mais il y a plein de vocations. Tout le monde est respectable, tout le monde est légitime. En plus, Villepin, il a le don de nous surprendre, nous, les gens de gauche, depuis quelques temps. Donc, pourquoi pas? Moi, j'aime bien l'écouter. Il a des analyses intéressantes. Idéalement, j'ai envie de vous dire, le NFP doit rassembler de Hamon à de Villepin. Oui, mais moi, j'aimerais bien. Pour citer un des Dany Eras, donc qui est un streamer, deux streamers très à gauche sur la plateforme. Ils avaient débattu avec François Ruffin et ils avaient dit à Ruffin, mais c'est pas parce que De Villepin est mon homme politique de droite préféré que j'ai envie de voter pour lui. Oui, donc bien aussi sûr. L'équilibre à trouver. C'est ce qu'on avait entendu à la fête de l'UMA aussi. Il y avait beaucoup de gens qui disaient ça. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais après, en plus, ça veut rien dire. Je veux dire, moi, j'apprécie ces analyses géopolitiques parfois. Oui, sur des sujets très précis. J'attends de voir son programme présidentiel. Oui, pour le CPE, parce que les gens, quand ils ne parlent pas, ils sont toujours populaires. C'est comme Édouard Philippe. Il est super populaire. C'est normal, il dit rien. On ne sait pas ce qu'il pense sur les choses. Donc, quand il va commencer à dire ce qu'il veut faire, on sait. Maintenant, on sait un peu mieux. Mais à l'époque, je me souviens, il y a 1 an de ça, on disait Édouard Philippe. Bon, alors. On va avancer un tout petit peu juste pour équilibrer aussi par rapport à notre invité, donc député Modem juste avant. On va juste balayer rapidement les thèmes. Les retraites, ce conclave, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est peut-être enfin le moyen de trouver une solution qui conviendrait peut-être à tout le monde? Je pense que ça peut être une bonne méthode à condition qu'on laisse réellement les partenaires sociaux travailler. Vous n'y croyez pas? Non, vous n'avez pas confiance? C'est-à-dire que il y a un équilibre économique et financier à trouver, donc de toute façon ça va être compliqué. Mais déjà le fait qu'on puisse ne serait-ce que se remettre autour de la table, c'est ce qu'on avait demandé quand même. Et ce qu'on avait dénoncé, c'est l'invisibilisation des corps intermédiaires. C'est justement qu'on n'avait pas entendu cette intersyndicale qui était mobilisée historiquement pour dire non, on veut pas de ça. Donc là vous dites merci Bayrou? Ah non, je dis il était temps. Ouais. Il était temps qu'on redonne un peu de force à une démocratie sociale, au moins. Qu'on essaye. Donc après, on ne peut pas présager de ce qui va se passer, mais oui, c'est toujours la bonne méthode. Et après, derrière, c'est le Parlement qui doit aussi trancher. Donc il faut qu'on marche sur nos 2 jambes, mais c'est important qu'on redonne la parole aux partenaires sociaux. Et est-ce que d'un côté, vous n'avez pas l'impression d'être un peu dépossédé de ces débats? Et de l'autre côté, est-ce que vous n'aurez pas l'impression si le conclave décide de quelque chose, que vous, ça ne vous convient pas, pour X ou Y raison, pas de trahir, parce que décidément c'est le mot à coller au PS, mais de ne pas respecter ce qu'une intersyndicale et ce que les corps intermédiaires décident finalement. Vous n'avez pas un peu le cul entre 2 chaises avec cette histoire-là? Non, parce que de la même manière qu'ils ne peuvent pas imposer un texte, on ne peut pas non plus leur imposer. Je veux dire, quand ça concerne les travailleurs, les représentants syndicaux sont quand même en première ligne pour nous. Donc vous respecterez leur Je solution, ne peux pas vous dire en amont, parce qu'il faut voir ce qui en ressort. Mais globalement, il faut conserver la retraite à 64 ans.
Bah ça, c'est pas notre... Par le plus grand des hasards, enfin, je sais pas. Oui, Parce que admettons. mais admettons, ils se m'étonnerait mettent que- d'accord là-dessus. Non, mais ça, il faut enfin, après, on peut Oui, d'accord. faire semblant... Mais il faut qu'on bouge sur cet âge de départ. Enfin, tout le monde le sait. Je veux dire, ça m'étonnerait vraiment que les syndicats Qu'il en sorte signent ça. un document où il Ouais. est écrit qu'on ne bouge pas sur les 64 ans. C'était quand même le point de crispation. Oui. Donc, franchement, je vois pas ce scénario. Le retour retraite et retour du budget bientôt à l'Assemblée. Est-ce que comment vous envisagez les choses? Est-ce qu'il y aura un dépôt de censure? Est-ce que cet accord de non-censure va se poursuivre? Comment vous envisagez la suite? Sachant que demain, les sénateurs socialistes ont dit qu'ils voteraient la censure du budget. Exactement. Est-ce que vous allez être alignés Ça se avec... présente mal. Vous avez voté contre, tu veux dire? Non. La censure du budget? Ils vont voter la censure. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai... J'ai bugué, j'ai pas grand-chose fait. J'ai eu un bug. T'as essayé de excusez-moi. fact-checker en direct? Non, c'est juste la censure. J'ai bugué sur censure. Non, mais pardon. comment vous... Voilà, c'est le grand moment de vérité pour le Parti socialiste? C'est le moment de vérité pour les Français, mais surtout, je peux me permettre juste de vous reprendre, il n'y a pas d'accord de non-censure. Ah. L'accord de non-censure n'a pas été validé. D'accord. Parce que nous n'avons pas obtenu toutes les garanties à ce stade. Nous avons simplement expliqué qu'on avait entamé la négociation, qu'on avait commencé à obtenir des choses, mais il n'y a pas de pacte de non-censure aujourd'hui qui soit appliqué. Donc la censure, elle peut intervenir à tout moment. D'accord. Donc la négociation va se poursuivre. Ce qu'on a voulu dire aussi par cette non-censure, c'est qu'en fait, il va falloir discuter avec la gauche plutôt que de se tourner vers le RN. Et que finalement, la garantie maintenant de la stabilité, elle est dans les mains du gouvernement, avec une gauche qui est prête à travailler, à proposer des choses, mais qu'il va falloir l'écouter. Parce que c'est nous qui avons la possibilité, justement, de faire la bascule. Et c'est un gros marqueur. Donc, c'est là où on définira peut-être aussi si vous faites partie de l'opposition ou pas. Et c'est comme ça aussi que on est dans l'opposition, par contre. On l'a dit clairement, on n'a pas voulu participer au gouvernement. On a critiqué de tous les côtés. Le discours de Fort était très menaçant. Oui, c'est vrai. Mais alors, du coup, si vous votez le budget, vous ferez donc partie de cette, je sais pas comment on peut appeler ça. Je doute qu'on vote le budget. Je pense qu'il y aura. Enfin, moi, je vais vous dire, je pense qu'il y aura un 49.3 parce que je vois pas comment autrement. D'accord. Et après, la question va se poser à ce censure, moment-là de la censure. Oui, mais parce que vous avez quand à ce même moment-là, mais- offert à Bayrou une petite stabilité gouvernementale qui durera ce qu'elle durera, mais voilà. Enfin, on a surtout Sachant que le permis RN n'a aux pas Français de se doter potentiellement d'un budget. C'est Oui, quand même ça le sujet, parce Mais que Bayrou, c'est... voilà. Vous lui avez un peu offert sur un plateau d'argent un début de dislocation du NFP et la fin éventuellement de la tutelle du RN. C'est-à-dire que grâce à vous, ça a rééquilibré un peu les forces. Pour des opposants politiques, c'est plutôt sympa. Est-ce que la stratégie, c'était pas plutôt de se poser en on est le parti de la gauche responsable, le seul parti de gauche responsable du NFP? Chaque parlementaire, je pense, est responsable. C'est simplement qu'on n'a pas les mêmes choix. On ne fait pas les mêmes choix parce qu'on n'a pas la même vision. Nous, on considère qu'il y a une situation d'urgence là tout de suite et que le fait de ne pas avoir de budget, ce n'est pas anecdotique. Ah ouais. En fait, moi, ce que j'avais du mal à comprendre, et y compris d'ailleurs parmi les militants de gauche qui me disaient « mais vote cette censure, je ne comprends pas, tu es dans l'opposition, c'est logique en fait, c'est très clair, tu es dans l'opposition, tu votes la censure ». Mais on ne peut pas regarder la situation actuelle avec des lunettes obsolètes, comme si on était dans une situation normale, opposition-majorité, l'opposition s'oppose et la majorité avance. En l'occurrence, nous sommes tous dans l'opposition. Donc de toute façon, la situation est bloquée. Donc je le dis, c'est une situation qui est très grave. Donc il faut que chacun soit en responsabilité. La question, c'est de se dire, en fait, on n'a pas fait de cadeau à François Bayrou. On a considéré que l'intérêt des Français, il était dans ce qu'on pouvait obtenir de ce gouvernement parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Parce que notre demande n'est pas de faire tomber le président de la République. Ou alors il faut aller au bout, comme le fait LFI, c'est-à-dire dire on va censurer tous les gouvernements, on ne veut même pas savoir, ils peuvent faire tous les discours. On censure parce que nous voulons que Macron parte. Ouais. En tout cas, Ça c'est n'est pas notre volonté. c'est pas votre ligne. Donc il faut bien qu'on avance et qu'on... Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, si les choses ne se passent pas comme on a prévu et si on n'obtient pas suffisamment de choses, mais ça, ce n'est pas pour nous, pour le plaisir, c'est pour les Français qu'on obtient des choses sur les 1,2 milliard sur le budget de l'hôpital, sur les pensions de retraite, la conférence sociale sur les retraites, les profs. Enfin, il y a ça, c'est très concret. Vous restez vigilante. Donc moi, je suis plutôt fière de faire partie du Parti socialiste qui a permis concrètement d'obtenir ces choses-là qu'on n'aurait jamais obtenues. Et plutôt que de se tourner vers le Rassemblement national.
Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Céline Hervieux. C'était un bon moment partagé avec vous. Merci beaucoup pour vos réponses. Et puis nous, merci à tous les deux, bien sûr. Merci Sacha, merci Hugo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau stream sur la chaîne Twitch de la chaîne parlementaire. Salut à tout le monde, à très bientôt. Salut les petits clous. Salut les petits clous, comme on disait en 1980, bien sûr.